La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. B2B avec Business de Net Plus. Téléphonie fixe, mobile et Internet pour les professionnels. La proximité d'un réseau local. business.netplus.ch. Bonjour Rocogier et bienvenue dans B2B. Bonjour. Un B2B spécial parce que nous sommes dans le studio du Genolier Innovation Hub où se déroule le premier Healthcare Investors Meeting, un événement dont l'AGFI est partenaire. Une dizaine de sociétés actives dans le domaine de la santé viennent se présenter devant un parterre d'investisseurs et notre invité en représente une. Depuis un peu plus de 2 ans, vous dirigez OM Pharma, une entreprise genevoise spécialisée dans la lutte contre les infections respiratoires et urinaires. Mais avant de raconter l'histoire d'OM Pharma, presque centenaire, on va faire plus ample connaissance avec notre invité Rocogier. C'est la partie portrait. Rocogier, votre parcours commence par des études de médecine à Genève. Qu'est-ce qui vous avait donné envie de suivre cette voie ? Moi, je crois que c'est comme beaucoup de choses que j'ai faites dans ma carrière, c'est la curiosité. L'étude de médecine, c'est quelque chose, c'est une formation assez large. Et puis, même si elle mène à un métier précis, qui est celui de médecin, je crois qu'elle est très diverse. On va faire de la science, on va faire de la médecine, on va faire aussi beaucoup de relations humaines, de la psychologie, de la sociologie. Et donc, ça prépare aussi, même à un métier comme le mien aujourd'hui de CEO. L'inspiration vous était venue de vos parents ? Ils étaient déjà dans ce domaine ? Pas du tout. Ça s'est fait comment alors ? Le choix, finalement, il y a pas mal de choix. On a la chance de pouvoir faire beaucoup de choses en C'est difficile, Suisse. La première année est très sélective, il faut y arriver. Je crois que quand on a envie, on est curieux. Voilà. Puis les alternatives, c'était plutôt, pour moi, je suis quand même assez scientifique, c'était le PFL, peut-être les mathématiques, la physique. Mais c'était peut-être un peu trop restreint. La médecine offrait quand même des possibilités beaucoup plus larges. Vous avez fait une spécialité particulière ? Donc après les années de médecine, j'ai fait de la recherche surtout. Je me suis spécialisé en recherche. J'ai fait un doctorat en sciences, un doctorat en médecine dans le domaine des neurosciences. Et pratiquer, être un jour médecin, c'est une option que vous avez gardée en tête pendant longtemps ? Alors, on fait beaucoup de pratiques dans les études de médecine dans les dernières années déjà. Puis après, je suis parti en recherche. Je suis repassé par l'hôpital un peu moins d'une année pour revoir des patients avant de partir dans l'industrie pharmaceutique. Et d'avoir un cabinet, des patients, c'était finalement pas ce qui vous intéressait le plus ? Qu'est-ce qui vous a fait bifurquer vers l'industrie pharmaceutique ? Effectivement, c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Je crois que j'adore le métier. Le métier est absolument fascinant, mais je crois que j'avais un petit peu peur d'un côté répétitif, à la fois au niveau local. On arrive toujours au même endroit, à l'hôpital, puis en cabinet. On voit un patient après l'autre, même si les patients sont différents, et puis le métier est très noble. Moi, j'ai envie de ne pas savoir ce que je vais faire demain. J'ai envie de ne pas savoir ce que je vais faire dans 2 ou 3 ans. Ça, c'était la graine d'entrepreneur qui grandissait déjà en vous au fil des études ? Oui, complètement. En 2002, je crois, vous avez créé une entreprise, First Med. C'était de la formation aux soins de premier secours, notamment obligatoire si on veut passer le permis de conduire. Ça s'est passé comment ? Je trouve que c'est avec un de mes collègues à qui on venait de finir la médecine, Frédéric Lador. Et puis, on s'est dit, à un moment, on est médecin. Lui-même donnait déjà des cours de premier secours. Il m'a dit, mais on peut faire la même chose ou mieux. On aimait beaucoup l'enseignement et donc on s'est lancé pour donner ces cours de premier secours. D'abord, nous deux, et puis on a commencé à engager 1, 2, 3, jusqu'à 50 étudiants en médecine pour donner ces cours, pour arriver finalement à former jusqu'à 20 000 personnes par année au premier secours, que ce soit pour le permis de conduire, comme vous l'avez mentionné, mais aussi pour les entreprises, des grandes entreprises, des compagnies aériennes, des grandes banques. Donc une expérience assez fascinante. Vous êtes resté, je crois, près de 25 ans dans l'entreprise. Elle a été, il me semble, vendue en 2025. Pourquoi est-ce que vous en êtes séparés ? Je crois que 20 ans, 25 ans, c'est déjà pas mal. Je pense que c'était aussi la fin d'un cycle. J'avais commencé ce nouveau rôle comme CEO. Mon collègue s'est installé. Et voilà, puis c'est le moment de passer le relais aussi à quelqu'un. Qu'est-ce que vous retenez des premiers pas en tant qu'entrepreneur ? Qu'est-ce qu'on apprend quand on se lance de zéro ? C'était le cas. On rencontre, j'imagine, plein de problèmes. Il faut les résoudre. Comment ça s'est passé ? Je crois qu'une des premières leçons, c'était de se dire, voilà, il faut se lancer même quand on n'a pas tout dans les mains. Et là, j'ai peut-être une petite anecdote, puisqu'on a lancé ces cours de premier secours. On avait besoin d'un manuel de premier secours.
Et puis, avec mon ami Frédéric, on a commencé à écrire 2-3 slides d'un manuel potentiellement. Il n'y avait pas de ChatGPT à l'époque. Il n'y avait pas de ChatGPT, vraiment 2-3 slides. Et à ce moment-là, Frédéric me dit, mais il faut qu'on aille voir un éditeur. Et c'est là qu'on apprend, parce que surtout quand on est scientifique, de se dire, non, mais attends, on n'a pratiquement rien. Il dit, si, on va aller voir. On est allé voir Bertrand Kiefer, donc, qui était à l'époque le rédacteur en chef, Médecine Hygiène, Revue médicale suisse, qui nous dit, et moi j'avais presque honte d'aller avec aussi peu dans les mains, il nous dit, mais c'est une super idée, allez-y. On a développé le manuel, on a illustré par Mix et Remix à l'époque. Et puis, il se trouve que c'est un manuel qui a été tiré à plus de 200 000 exemplaires. C'est celui qui a le plus de succès chez l'éditeur. Voilà, c'était une bonne leçon d'entrepreneuriat. Donc il faut oser, en fait, c'est ça ce qu'il faut retenir. Il faut oser se lancer, exactement. Vous avez, on reviendra sur votre parcours dans quelques instants, mais vous avez aussi fait 2-3 choses aux États-Unis. Vous avez été conseiller pour, je vais bien le prononcer, j'espère, Ataraxia Partners. C'était un fonds d'investissement qui est dans les sociétés en démarrage dans le domaine de la santé. Ça, comment est-ce que vous êtes retrouvé dans cette aventure ? Toujours par curiosité. J'étais à l'époque à l'université de Zurich où j'avais monté un incubateur pour les startups. Et puis, j'ai vu cette position, alors qu'elle n'était pas directement aux États-Unis. C'était même à l'époque du Covid. Donc, on avait un team vraiment online. Et c'était extrêmement intéressant puisque c'est, comme je l'ai dit, une société de venture capital qui investit très tôt dans les startups, donc juste quelques centaines de milliers de francs. Et ce qui était surtout intéressant, c'était ce qu'on appelle la thèse d'investissement. C'est-à-dire où est-ce qu'on investit. Et on investissait dans des startups qui procuraient un moment de plaisir. C'était ça. Donc ça veut dire que j'ai vu énormément de quel genre de moment de plaisir ça? Alors, le moment de plaisir, c'était une startup qui devait générer un moment de plaisir. Alors, on a pu voir des sextoys, on a pu voir des machines à gaufres particulières, des fauteuils confortables, des façons de diffuser de la musique, des odeurs, etc. Et j'ai trouvé que c'était une expérience vraiment très intéressante aussi pour réfléchir soi-même à ce qui crée vraiment un moment de plaisir. Est-ce que c'était votre première confrontation à l'univers anglo-saxon des Américains et de l'investissement à manière états-unienne ? Alors oui, directement pour une société basée aux États-Unis, oui. Maintenant, quand on travaille dans le milieu des startups, on est forcément toujours en contact, notamment avec Boston, où on s'était rendu avec pas mal de startups de l'université de Zurich. Et là, dans cette expérience qui a duré 2-3 ans, c'est ça ? Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des sociétés dans lesquelles vous avez conseillé, qui existent toujours, qui ont grandi de manière importante ? Alors forcément, sur le nombre, c'est un petit peu un jeu de nombres. Plus on investit tôt, plus on prend de risques. Mais on investissait dans quand même énormément de startups. Et sur le nombre, il y en a évidemment toujours qui vont percer. Vous les suivez encore ? Non, pas forcément, un petit peu sur LinkedIn, mais pas en direct. Vous disiez tout à l'heure avoir envie de bouger, que ça change, qu'il n'y ait pas de routine finalement, que ce ne soit pas, en tout cas pas pendant trop longtemps. Et effectivement, vous êtes passé par Sanofi, Novartis, vous avez évoqué l'université de Zurich, il y a eu Vifor, et maintenant OM Pharma, que vous avez rejoint il y a à peu près 5 ans, depuis 2 ans directeur général. C'est la fin de la bougeotte, OM Pharma, vous êtes là pour durer longtemps ? Alors oui, j'ai pas du tout de plan. En fait, je parlais tout à l'heure de la diversité. Je crois que dans un rôle de CEO d'une compagnie de cette taille, avec des ambitions, avec de l'innovation, je crois que je suis assez servi en termes de diversité, puisqu'on va faire des choses dans une journée extrêmement diverse. Le matin, parler de la Corée, l'après-midi du Brésil, parler finalement de l'industrie, du manufacturing, des ressources humaines. C'est comme un poste qui est extrêmement, extrêmement divers. Divers, et ça veut dire qu'il faut quel type de qualité pour être un bon CEO ? Je pense qu'il faut être curieux, il faut s'intéresser à tout, il faut être ouvert. Et peut-être une qualité qu'il faut en particulier en ce moment, c'est arriver à simplifier, puisque à la fois l'industrie pharmaceutique est extrêmement complexe, mais aussi en ce moment on vit dans un monde très complexe qui change très vite. Et je crois qu'il faut arriver à simplifier, c'est-à-dire que, c'est Einstein, je crois, qui disait, il faut rendre les choses le plus simple possible, mais pas plus simple. Et je crois que c'est le rôle du CEO de rendre les choses suffisamment simples pour pouvoir décider. Ça vaut en particulier quand vous avez plus de 400 employés. Il faut bien communiquer avec tout ce monde pour que tout le monde comprenne où va l'entreprise. C'est essentiel. Je pense qu'il y a 2 choses. C'est bien communiquer avec la direction, avec son comité exécutif, mais aussi avec son board. Et donc simplifier pour qu'on puisse prendre des décisions et qu'on ne soit pas dans l'immobilisme, mais aussi avec la compagnie pour qu'ils comprennent les décisions que l'on prend.
Alors justement, on va découvrir davantage ce que fait OM Pharma. C'est plus de 400 employés, principalement dans le canton de Genève. C'est la partie entreprise. Rocogier, OM Pharma, dites-moi si je me trompe, mais c'est donc une pharma genevoise depuis 1937. Avant, elle a été créée à Barcelone par un pharmacien français, Jean-René Ricard, mais qui avait fui l'Espagne en raison de la guerre civile. C'est juste, hein? C'est juste. Et OM Pharma, OM, pourquoi ce nom? OM, ça veut dire Omnia Medicamenta, c'est-à-dire tous les médicaments, pour déjà montrer l'ambition de la société à sa création. Sa création. La famille Ricard est restée longtemps propriétaire, et puis c'est une autre pharma suisse, Vifor, on l'a brièvement évoqué tout à l'heure, qui s'en est emparée en 2009. Vifor appartient alors à Galenica, c'est un géant suisse de la pharmacie qui est dirigé par Étienne Journeau. Étienne Journeau va considérablement développer ce groupe et qu'il finira un moment par quitter. Et en 2020, il reprend le contrôle d'OM Pharma. Vous avez vous-même travaillé pour Vifor, donc voilà, c'est quand même un petit monde. Alors c'est complètement, le pharma est un très petit monde en Suisse, effectivement. Le cœur de votre métier, c'est l'immunologie, c'est-à-dire lutter contre les infections respiratoires et urinaires grâce à, on va être un petit peu technique, des lysats bactériens, des fragments de bactéries inactivés pour prévenir les maladies. Je précise aussi que en dehors du canton de Genève, dans le canton de Fribourg, vous avez une activité plus suisse où vous distribuez vos médicaments, mais aussi ceux d'autres groupes pharma. Dans d'autres domaines, on peut citer par exemple un test sanguin qui permet de faire la différence entre la dépression et la bipolarité. Mais revenons à votre cœur de métier, l'immunologie. Alors, plus de 400 employés, oui, très bien, ça paraît grand, mais voilà, en Suisse, on a des géants de la pharma, Roche, Novartis, pour ne citer que cela, il y en a d'autres dans le monde. Comment est-ce qu'une petite, malgré tout, relativement petite entreprise pharmaceutique, dans ce domaine de l'immunologie où les autres sont aussi actifs, peut se distinguer? Quel est votre principal atout? Alors notre principal atout, c'est le focus, c'est la spécialisation. Chez OM Pharma, on se spécialise sur les lysabactériens, vous les avez évoqués, et c'est avec ces produits-là qu'on pense avoir une grande valeur ajoutée sur le marché. Parce que les autres ne font pas ça? Non, on est de loin ceux qui font le plus de lysabactériens, qui investissent le plus dans cette ère thérapeutique. Donc c'est vraiment notre cœur de métier, notre spécialisation, et on pense qu'il y a un énorme potentiel avec les lysabactériens. Tout est à Meyrin? La production essentiellement se fait là? On fait absolument tout sur le site de Meyrin. On a 40 000 m², ça représente à peu près 5 terrains de football. C'est grand, oui. Et sur le site de Meyrin, pour ses produits principaux, les lysabactériens, on va faire absolument tout, depuis la toute première bactérie qui pousse jusqu'aux boîtes qui partent pour la Corée ou le Brésil. D'accord. Et j'ai vu que vous aviez une présence au Pérou. Pourquoi? C'est aussi historique. On est au Pérou, je crois, depuis 1966. Ça nous sert aussi de hub pour le Pérou, mais aussi pour toute l'Amérique centrale, où l'on a nos propres forces de vente. Et hub aussi, parce qu'on travaille principalement avec des partenaires. On est dans une centaine de pays avec nos produits, principalement avec des partenaires, sauf en Suisse, vous l'avez mentionné. On a aussi un hub en Chine pour nos partenaires de l'Asie-Pacifique et le hub au Pérou pour nos forces de vente en Amérique centrale. On reviendra sur la stratégie de développement, mais quelques mots sur la marche des affaires. Selon le dernier chiffre disponible du rapport annuel 2024, cette activité, c'était un petit peu moins de 200 millions de francs de chiffre d'affaires. En 2025, comment s'est passée l'année? Plutôt bien, on approche les 200 millions de francs. 193 millions exactement en 2024. Voilà, exactement. Donc on approche les 200 millions aussi en 2025. On a une croissance depuis 5 ans, on va dire, depuis que la compagnie a été reprise, de environ 5%. Donc on est très satisfait de cela. Pourquoi? Parce que on a des produits qui sont sur le marché, c'est des produits établis, ils sont sur le marché depuis une quarantaine d'années. Depuis qu'on a repris le business, il faut voir ce qui s'est passé aussi. Il y a eu la pandémie, la guerre en Russie, c'est des gros marchés pour nous. Il avait fallu licencier à ce moment-là quelques personnes. Exactement. S'adapter finalement au carnet de commandes, c'est essentiel. C'est malheureux, mais c'est essentiel pour une entreprise de notre taille. Et puis le franc fort, et puis ce qui se passe en ce moment. Donc de continuer à avoir une croissance sur des produits établis, pour nous, c'est déjà un grand succès. Mais évidemment, ce n'est pas là le projet. Le projet est bien au-delà de ça, est une croissance plutôt à 2 chiffres. Et c'est pour ça qu'on investit. On investit aujourd'hui 250 millions, ce qu'on a investi dans les 5 dernières années, pour développer l'ELISA, notamment pour la recherche et l'augmentation des capacités sur le site de Meyrin. Les employés, j'ai dit c'était un peu plus de 400 en 2024. Vous avez
toujours vous êtes reparti en croissance, pardon, vous recrutez? Alors, on recrute continuellement. On est aujourd'hui 422 employés, plus un grand nombre de stagiaires et d'apprentis, pratiquement 500 personnes qui travaillent pour OM. Et en termes de rentabilité, là, l'entreprise est privée, elle ne communique pas tous ces chiffres. Comment ça se passe? Alors, on ne communique pas directement sur la rentabilité. Maintenant, comme je vous l'ai dit, sur les 5 dernières années, on a investi jusqu'à 250 millions de francs. On est encore dans les chiffres noirs. Donc, c'est une compagnie qui est tout à fait profitable. Peu de dette, ça veut dire aussi? Ça veut dire qu'on a une très bonne ratio entre notre équité et notre dette, et on est en ça très solide. Oui. Vous évoquez l'importance de la recherche. En 2024, un essai clinique aux États-Unis a été lancé dans la prévention de l'asthme chez les jeunes enfants. Est-ce que vous avez déjà les résultats? On aimerait bien. Alors, nous avons lancé, en plus de cette étude, beaucoup d'études, 3-4 études majeures en parallèle dans ces 5 dernières années. Et c'est là où c'est très excitant. On va recevoir tous les résultats cette année, en 2026. Pour l'étude que vous évoquez aux États-Unis, ce sera pour la fin de l'année. Effectivement, alors on a beaucoup d'attentes. Une étude dans la prévention de l'asthme du jeune enfant, qu'on appelle le wheezing. Le jeune enfant, c'est quel âge? Le jeune enfant, pour le wheezing, c'est entre 6 mois et à peu près 5-6 ans. À partir de 6 ans, on va parler plutôt d'asthme. Là, on parle de wheezing. Alors, wheezing en français, il y a une traduction? Alors, le wheezing, c'est la respiration sifflante expiratoire qui arrive chez les jeunes enfants, notamment lorsqu'ils ont des infections respiratoires. Alors là, il y a peut-être des jeunes parents qui nous écoutent et qui est extrêmement paniquante. Donc, je pense qu'ils peuvent se réjouir si on trouve une solution à cette pathologie. Et ce serait commercialisé d'abord aux États-Unis et quand peut-être en Suisse? Alors déjà en Suisse, on est déjà commercialisé, on est dans pratiquement 100 pays avec nos produits. Donc, et notre indication actuelle, c'est la prévention des infections respiratoires notamment. Donc on est vraiment déjà dans ce domaine. Pour les États-Unis, on a pris une indication qui est un peu plus particulière. C'était aussi plus facile d'enregistrer aux États-Unis dans cette indication plutôt qu'une indication très large comme la prévention des infections. Donc, mais évidemment, lancement d'abord aux États-Unis, puis lancement dans les autres pays, dont la Suisse, dans cette indication très précise, mais de nouveau qui est très proche de notre indication actuelle des infections, puisque la plupart des cas de wheezing sont dus à une infection. Vous avez évoqué d'autres recherches qui devraient aboutir cette année. C'est dans quel domaine? Sans être trop technique, mais est-ce qu'on peut décrire? Pas du tout. La plupart des recherches qu'on a faites, c'est dans notre indication actuelle. Faut voir que on est dans le domaine de la prévention. La prévention, c'est un domaine difficile. Pourquoi difficile? Parce qu'il faut à la fois convaincre le patient de prendre des médicaments alors qu'il n'est pas malade, le médecin de prescrire quelque chose à un patient où il va avoir peut-être moins de retours puisqu'il va permettre juste d'éviter une maladie. Enfin, les assureurs, ils doivent payer tout de suite pour avoir un effet plus tard, peut-être chez un patient que chez un autre assureur. Et enfin, les politiques ou les États qui vont payer de nouveau maintenant avec un budget aujourd'hui pour éviter plus tard. Même si ça a énormément de sens, la prévention, ça demande beaucoup de conviction et c'est pour ça qu'on génère aussi beaucoup de data dans notre indication actuelle de prévention des infections. Et on investit aussi beaucoup dans l'éducation, notamment l'éducation médicale. Vous avez mentionné qu'on est ici au Genolier Innovation Hub. On a, il y a quelques mois, lancé une initiative globale qu'on appelle Immuni, où on avait 80 leaders d'opinion du monde entier de plus de 30 pays qui sont venus pour lancer justement cette initiative globale. C'est extrêmement important qu'on parle de prévention dans tous les pays. Et la prévention, elle jouerait quel rôle? Parce que évidemment, vous me faites penser au coût du secteur de la santé. On n'arrête pas de parler de l'augmentation des primes d'assurance maladie, notamment en Suisse. Vous estimez, est-ce qu'on peut calculer le potentiel d'économie qu'on pourrait réaliser grâce à une meilleure prévention? Alors c'est assez intéressant puisque on dit chaque génération un peu redécouvre la prévention. Donc cette discussion, elle est depuis pratiquement l'Antiquité. On sait très bien effectivement que la prévention, ça économise des coûts. Mais ce n'est pas que des coûts aussi, ça économise des souffrances. Plutôt que de traiter un enfant, nous on est sur un enfant asthmatique qui fait une infection, on peut lui éviter 1, 2, 3 infections par année. C'est surtout ça la prévention. Après les coûts, ça va être secondaire, mais évidemment, on peut éviter des coûts. Il faut voir que les médicaments dans le domaine de l'infection sont souvent des coûts faibles. Et dans notre cas, par exemple, c'est souvent des médicaments qui ne sont pas remboursés. Donc, ça n'a pas un impact sur les primes d'assurance maladie. Est-ce que ça pourrait un jour changer? Est-ce que vous entreprenez des actions de lobbying à Berne pour faire comprendre à l'Office fédéral de la santé publique qu'il y aurait un intérêt
Alors pour les patients, vous l'évoquez, moins de souffrance, mais peut-être économique également, puisque ce serait des économies à terme grâce à davantage de prévention. Oui, alors on s'engage dans beaucoup d'activités, effectivement, pour parler prévention, que ce soit au niveau des associations de patients, même au niveau européen, et mettre en avant finalement l'avantage de la prévention. Un point ici, prévention des infections respiratoires, on pense tout de suite à l'utilisation d'antibiotiques, à la résistance aux antibiotiques. C'est un sujet dont on parle aussi beaucoup et c'est un sujet pour lequel on s'engage aussi au niveau suisse et au niveau européen. Pour revenir à la capacité de production d'OM Pharma, vous l'avez bien expliqué, c'est vraiment produit de la fabrication de ces molécules jusqu'à l'emballage à Mérin. Et vous avez aussi brièvement évoqué le Francfort. Beaucoup de secteurs s'en notamment l'horlogerie. Vous, comment est-ce que vous maintenez une capacité de production en Suisse avec des coûts suisses, mais vous avez évoqué une centaine de pays dans lesquels vous commercialisez vos produits. Évidemment, là-bas, c'est pas le franc qui est la devise de référence, ça va être le dollar, l'euro, des monnaies qui ont beaucoup faibli face au franc. Comment est-ce qu'on garde encore cette capacité de production ici en Suisse? Le franc fort, c'est évidemment un problème pour nous, mais ça nous pousse toujours aussi à nous réinventer, à diminuer les coûts de production, à augmenter notre productivité. Après, il faut voir que nous sommes dans des produits pharmaceutiques, donc à haute valeur ajoutée. Donc pour nous, c'est toujours très important de pouvoir produire à Genève, où on a un savoir-faire qui a été développé depuis des années. Et donc c'est comme ça finalement qu'on fait face au franc fort. Ça veut dire que vous avez évoqué un hub en Chine. Vous pourriez produire une partie de vos traitements là-bas? Alors, ce n'est pas du tout les plans. Nous, on veut rester, on aime Genève, on est très bien ancré. Est-ce qu'il y a les savoir-faire en Chine du même niveau que ceux à Genève pour produire? Alors, pas pour nos lysats bactériens typiquement. Il faut voir quelque chose, c'est que lorsqu'on est à Genève, on a peut-être des coûts élevés, mais on a aussi finalement une qualité suisse qu'on nous reconnaît, un contrôle sur ce que l'on fait. Plus on va aller loin, finalement, on peut avoir dans un premier temps une impression que les coûts sont moins élevés, mais les coûts indirects en termes de qualité, en termes de surveillance, en termes de problèmes, peuvent être beaucoup plus élevés. Et donc, je crois que ça parle toujours pour une production ici en Suisse et à Genève. Et est-ce que vous faites partie de ces entrepreneurs qui appellent quand même la Banque nationale à davantage contenir l'envolée du franc, si ce n'est peut-être la renverser? On a vu par exemple Nick Hayek, le patron du groupe Swatch, le dire de manière très très claire. Est-ce que pour vous, est-ce qu'elle pourrait faire davantage que ce qu'elle fait aujourd'hui? Alors non, moi je fais partie des entrepreneurs qui se focalisent sur son cœur de métier, c'est-à-dire moi je fais des médicaments, je ne fais pas de politique. Par contre, on partage volontiers nos préoccupations. Le franc fort en fait partie, mais évidemment il y a d'autres conditions cadres qui en font partie. Mais les solutions sont pour les politiques ou dans le cas que vous évoquez, la Banque nationale. Et à propos de conditions cadres, c'est souvent aussi critiqué à Genève qu'on manque d'espace pour se développer. Alors vous avez 5 terrains de football, l'équivalent, est-ce que vous en avez assez? Ou si vous deviez vous développer encore, il y a l'espace suffisant dans le canton de Genève? Alors on a une grande chance, comme vous l'avez dit, 40 000 m², on a encore beaucoup d'espace, on peut encore se développer, que ce soit nos plans maintenant aux États-Unis ou nos plans de croissance, on a bien assez d'espace. Et comme je disais, on est très bien à Genève, les conditions aujourd'hui sont très bonnes, que ce soit pour les talents, que ce soit pour l'écosystème. Et on compte sur nos politiques pour que ça continue à être comme cela. Revenons au marché. On ne va pas faire le tour des 100 marchés sur lesquels vous commercialisez vos produits, mais quels sont les 5 plus importants marchés pour OM Pharma? Alors, les plus gros marchés pour nous, c'est dans l'ordre l'Europe, l'Amérique latine, la Suisse et enfin l'Asie-Pacifique. Si je prends l'Europe, ça va être principalement des pays comme l'Italie, comme le Portugal, la Pologne. En Amérique latine, évidemment, les 2 gros marchés en développement, c'est le Mexique et le Brésil. Et l'Europe, c'est quoi? C'est 40% de votre chiffre d'affaires? C'est plus? C'est environ 40% effectivement de notre chiffre d'affaires, oui. Et les États-Unis, pas encore? Ou peut-être que si vous avez ces homologations que j'évoquais tout à l'heure, ça va devenir un marché, ça peut être un marché prioritaire pour vous? Alors, c'est notre espoir principal, c'est notre plus gros potentiel. Il faut voir que les États-Unis, ça représente 40% du marché pharmaceutique mondial. Donc, c'est un potentiel énorme. On va y arriver, comme on le mentionnait tout à l'heure, avec une nouvelle indication. On serait le premier LISA bactérien aux États-Unis. Donc, c'est vraiment pour nous un marché prioritaire.
prioritaire malgré Donald Trump, malgré ces pressions sur les droits de douane. Alors, on sait que le secteur pharma a plutôt été épargné jusqu'à présent de ces droits de douane, mais il y a une menace que l'administration Trump fixe vraiment le niveau des prix, par exemple. Alors, moi, je comprends totalement les préoccupations de mes collègues dans d'autres industries pharmaceutiques. Alors, nous, c'est une chance, on peut le voir un petit peu comme ça, c'est que nous ne sommes pas encore aux États-Unis. On travaille à très très long terme, donc le développement de médicaments, c'est pratiquement une dizaine d'années. Donc par rapport à ça, moi je dirais qu'il est urgent d'attendre. Le marché américain, nous, ça ne change pas nos plans, ça reste vraiment un potentiel très important pour la compagnie. Aujourd'hui, les États-Unis, c'est quelle part de votre chiffre d'affaires? C'est encore anecdotique ou c'est... On n'y est pas, donc c'est zéro. C'est 0%, et on va dire une grosse partie du potentiel. Nous sommes à une conférence investisseurs. On pourrait s'interroger. Beaucoup d'entreprises présentes ici sont cotées en bourse. Est-ce qu'un jour, OM Pharma, ça pourrait suivre cette voie-là de la cotation? Alors évidemment, on ne peut pas l'exclure, hein, ça reste une possibilité. Maintenant, il faut voir qu'on est une entreprise privée, et on l'a évoqué tout à l'heure, on a financé tout notre développement jusqu'à maintenant avec les bénéfices de l'entreprise, qui est très profitable. La prochaine étape, ça va être, avec des résultats positifs aux États-Unis, de trouver des partenaires, potentiellement du financement pour accélérer le développement aux États-Unis, faire des phases 3. Les études cliniques, c'est des choses qui coûtent très cher, hein, de l'ordre de 50 millions par étude. Puis on peut tout à fait considérer une mise en bourse, mais il faudrait qu'il y ait vraiment là, une augmentation de la valeur de la compagnie importante. On pourrait l'imaginer totalement au moment où on a des résultats de phase 3, c'est-à-dire qu'on a tous en main pour arriver aux États-Unis, ou quelques années après le lancement aux États-Unis, quand on voit la performance que l'on attend du produit sur le marché américain. Tenez-nous au courant, Marc Leger. On arrive presque à la fin de ce B2B. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir répondre à nos questions. On a presque terminé avec vous, mais avant, il va falloir répondre à nos questionnaires de Proust. Dire la tolérance, et on dit souvent que les amis, c'est des gens qui vous connaissent très bien et qui vous aiment quand même. Je crois que c'est vraiment le cas. Peut-être que plus qu'une devise, je me demande tous les matins, tiens, qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui? Alors là, je vais peut-être faire le médecin, je prendrai 3 médicaments, peut-être un antibiotique évidemment, un antidouleur, et puis peut-être un antidépresseur, parce que le temps peut être long si on est tout seul. B2B avec Business de Net Plus. Téléphonie fixe, mobile et Internet pour les professionnels. La proximité d'un réseau local. business.netplus.ch. La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel.